Bonjour à tous et bienvenue pour ce 12e webinaire organisé donc par Second Souffle. Second Souffle, une association qui existe depuis 10 ans, qui a comme pour objectif d'accompagner les entrepreneurs à rebondir avant et après liquidation de leur entreprise. Reconnu d'intérêt général, Second Souffle, c'est aujourd'hui 17 antennes et relais en France, plus de 300 bénévoles, plus de 1000 entrepreneurs déjà accompagnés et des événements mensuels et périodiques, comme les webinars, les journées 24 heures, les jeudis du Second Souffle. La plateforme sur laquelle nous allons faire donc ce webinar Livestorm, vous avez donc sur votre partie droite deux onglets, chat et questions. Donc le chat, c'est pour discuter entre vous. Les questions, pour nous poser vos questions, très important. On fait donc 20 minutes de webinar et à peu près 40 minutes pour répondre à toutes ces questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans cet onglet questions. Vous pouvez vos questions préférées. Vous cliquez sur le petit chiffre, la petite flèche qui va vers le haut, là, complètement à droite. Ça vous fait un vote. Et si vous recliquez dessus, vous annulez votre vote. Et donc, on essaiera de répondre aux questions qui ont le plus de votes. Si vous avez des soucis de connexion, tout en haut, vous avez un lien pour les résoudre. Voilà, écoutez, Nicolas Doustrin est avec nous, comme tous les vendredis. Il a l'air d'être en forme. Il est beau, il est magnifique. Beau, j'en sais rien, magnifique non plus, mais en non, fait, mais moi, je sais que c'est faux, mais j'aime bien te le dire. Ouais. Voilà. Bon, c'est à toi, Nicolas, pour ce sujet brûlant. Ouais, c'est un sujet, effectivement, c'est un sujet brûlant. Alors, vous savez qu'on a traité de nombreux sujets avec William et puis nos différents invités depuis maintenant de nombreuses semaines. Et c'est vrai qu'on hésitait à commencer à parler des sujets un peu plus difficiles, et notamment comme le licenciement. Voilà. Mais nous sommes convaincus, nous tous, que au travers de cette nouvelle crise, il faut aussi qu'on aborde des sujets qui sont parfois un peu difficiles, des sujets qui sont parfois tabous, parce que l'entrepreneur, comme vous le savez, trop souvent se retrouve seul face à ses responsabilités et finalement face à ses difficultés. Et il y a un moment donné, c'est aussi un chef d'entreprise, autant il doit être en capacité de pouvoir proposer un jour un poste, un stage, et il n'y a rien de plus important, je trouve personnellement, quand on construit un projet entrepreneurial, de devoir embaucher, de signer un contrat, de signer ce fameux CDI ou CDD. Mais à l'inverse, c'est aussi la responsabilité de l'entrepreneur de surveiller ses indicateurs pour être en mesure de réduire les charges parfois. Et évidemment, on touche à l'humain, même si c'est pas évidemment la vocation première. C'est une responsabilité, il faut ce qu'on appelle du courage managérial, et c'est la raison pour laquelle on va aborder et on aborde ce sujet sur le licenciement dans les entreprises. Vous connaissez globalement un petit peu mon histoire, mais c'est vrai que le licenciement, j'en parle dans mon bouquin, dans ma petite entreprise a connu la crise, ça a été, et de loin, ce qui a été pour moi le plus difficile. Je rappelle que mon entreprise a généré plus de 35% de croissance par an pendant 12 ans. C'est une entreprise que j'ai créée de zéro. En 2008, précisément, j'avais 92 collaborateurs. Et lorsqu'on a été frappé par la faillite de Lehman Brothers, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas procédé à des licenciements. Les premières mesures d'économie que je me suis imposées à moi-même, ça a été de baisser ma rémunération de 40%. Ça a été de demander pareil au niveau des membres de mon COMEX, de baisser de 20% leur rémunération. Ça a été de supprimer les voitures de fonction. Ça a été de réduire l'ensemble des frais fixes, des coûts fixes au niveau de l'entreprise pour éviter la sortie de cash et amoindrir, j'allais dire, effectivement, la crise que nous traversions à l'époque. Je rappelle que cette crise à l'époque, les mesures gouvernementales étaient inexistantes quasiment. Il n'y avait pas de prêt PGE comme on a pu connaître maintenant, avec des délais qui ont été assez rapides. Il n'y avait aucune aide pour les indépendants, les petits patrons. Il n'y avait aucun dispositif pour soutenir les patrons de TPE-PME. Et les procédures de licenciement étaient très longues, très coûteuses. Et le dispositif de chômage partiel était d'une complexité terrible, puisque à l'époque,
il y avait autant de systèmes qu'il y avait de régions françaises. Et j'en sais quelque chose puisque j'avais la chance d'avoir cinq bureaux en province. Et lorsque j'ai décidé de mettre en place le chômage partiel pour éviter des licenciements, j'avais 5 procédures différentes. Il fallait contacter l'inspection du travail. Les délais n'étaient pas les mêmes d'une région à une autre. Ils n'étaient pas coordonnés, concertés tous ensemble. Donc, vous imaginez quand vous êtes à la tête d'une entreprise, la difficulté que ça peut occasionner. Bref, c'était lourd, c'était complexe, c'était extrêmement onéreux et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises sont malheureusement tombées et ont dû se mettre en redressement judiciaire. Si j'insiste là-dessus, c'est que j'ai fait une erreur durant cette crise, c'est que malgré toutes les mesures d'économie que j'ai pu prendre, j'ai tardé à licencier. C'est terrible ce que je dis parce que, encore une fois, moi je suis un entrepreneur, j'ai créé mon propre job, je me suis financé mon propre job en 1996 quand j'ai créé ma structure et j'ai créé chaque emploi les uns derrière les autres jusqu'à monter à 92 collaborateurs en contrat à durée indéterminée sur un périmètre France. En fait, j'ai essayé de protéger mes salariés et j'ai un peu trop tardé pour lancer les premières procédures de licenciement. Mais quand la crise s'est aggravée, quand mon chiffre d'affaires s'est effondré de 55%, lorsque je me suis retrouvé dans une situation où l'entreprise perdait 350 000 euros par mois, j'avais encore, au tout début de la crise de 2008, j'avais 2 millions d'euros de trésorerie sur mes comptes bancaires. Et je m'étais dit, bon, c'est un mauvais orage, ça va durer 2, 3, 4 mois, on a de la trésorerie, on va tenir, et puis on repartira plus tard. Le seul problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. La trésorerie a commencé à plonger. Vous perdez 350 000 euros par mois. Au bout de 6 mois, il ne reste plus que 500 000 euros, 450 000 euros. Et en fait, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais en fait, j'étais déjà mort. Quand je dis mort, c'est-à-dire que mes charges fixes étaient encore beaucoup trop élevées. Et comme je suis une entreprise de service, la première dépense, c'est la masse salariale. C'est-à-dire que quand je prends l'ensemble de la masse salariale et des charges, ça représentait à l'époque 68 à 69% de mon chiffre d'affaires. Et en fait, quand je me suis retrouvé à 450 000 euros de trésorerie, il fallait que je licencie à l'époque encore une trentaine de collaborateurs. Et quand j'ai dû procéder à ces licenciements, un licenciement à l'époque me coûtait environ 45 000 euros. 45 000 euros pourquoi ? Parce que j'avais des collaborateurs qui étaient tous cadres, avec à peu près 7 à 8 ans d'ancienneté, avec de beaux salaires. Et donc, quand on ajoutait les 3 mois de préavis, c'était 3 mois à l'époque, les indemnités de licenciement, le solde des congés payés, quand on ajoutait tout cet ensemble, un licenciement me coûtait en cash, en sortie de cash, 45 000 euros. Donc, vous faites le calcul. 45 000 euros multiplié par 10, 450 000 euros. Il fallait que je licencie 30 personnes. Il me manquait en gros 900 000 à 1 million d'euros pour pouvoir terminer mon plan et uniquement ramener l'entreprise à zéro, c'est-à-dire à l'équilibre. Arrêter l'hémorragie. Et en fait, j'ai agi trop tard. Et en agissant trop tard, eh bien, en fait, je n'ai pas eu d'autre choix que le 30 juin 2009. Donc, vous voyez, la faillite de Lehman Brothers, c'est 15 septembre 2008. Entre le 15 septembre et le 15 novembre, mon entreprise a perdu 55% de son chiffre d'affaires. On a brûlé plus d'1,5 million d'euros de cash en l'espace de 6 mois. Les banques ont tout fermé, toutes les conditions, les banques de l'époque ont tout fermé. Et le résultat, eh bien, c'est que je n'ai pas eu d'autre choix que le 30 juin 2009. Donc, vous voyez la virulence. Je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre en redressement judiciaire mon entreprise et ensuite restructurer, me battre. Et puis la suite, ben, vous la connaissez, on a réussi à s'en sortir. Alors, si je vous raconte ça, c'est parce que, évidemment, c'est du vécu. Et maintenant, j'aimerais aborder vraiment ce sujet malheureusement, du licenciement. D'abord, le licenciement, il faut le faire à bon escient, c'est-à-dire que ça ne doit pas être ce que j'appelle une variable d'ajustement, ça doit être vraiment l'ultime variable. Hein. C'est-à-dire qu'on fait toutes les mesures que j'ai déjà évoquées, certaines en préambule de notre sujet d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, il ne faut pas attendre trop tardivement parce que sinon, c'est prendre le risque de mettre en péril l'ensemble de l'entreprise, d'accord, et donc l'ensemble des salariés restants. Parfois, il faut accepter de baisser ses charges fixes et donc de devoir licencier pour pouvoir mieux rebondir après, pour ensuite créer de la valeur et être à nouveau en capacité
de pouvoir réembaucher, réinvestir sur le capital humain, qui, je le rappelle, est la chose la plus importante dans une entreprise. Donc, il y a un sujet qui est brûlant, c'est l'aspect psychologique. Le licenciement, il ne faut pas le voir comme une économie. Hein. En fait, le licenciement, il a un impact psychologique terrible sur l'entrepreneur, parce que évidemment, on ne prend aucun plaisir à licencier. Je le dis avec un brin d'humour parce que on voit trop dans les médias des grands patrons, des chefs d'entreprise qui lancent des plans de licenciement comme malheureusement on entend aujourd'hui chez Renault, chez Air France, chez nos grands industriels aujourd'hui où on licencie 10 000 personnes. Certains syndicats peuvent considérer que voilà, ils en ont rien à faire des salariés, on licencie en masse, et donc derrière, non. Un patron de TPE-PME, je peux vous garantir que quand il a le collaborateur en face de lui qui lui a notifié son licenciement, qui donne des explications et qui procède au licenciement ensuite par l'envoi du courrier, évidemment que c'est un impact, évidemment que nous passons de mauvaises nuits, globalement, qu'on peut très bien ne pas dormir, que c'est une véritable souffrance. C'est ce qu'on avait mis un petit peu dans le sujet. C'est le licenciement, c'est parfois une nécessité, mais pour moi, ça a toujours été une énorme souffrance. Parce que finalement, c'est détruire du capital humain que parfois on a payé cher, que parfois on a formé, on a accompagné, et s'en séparer comme ça, finalement, c'est faire une croix, c'est tirer un trait sur tout ce que l'on a investi sur la personne. Et donc, en quelque sorte, c'est une forme d'échec. Donc, l'impact psychologique est très important. Il faut le mesurer au niveau de vos équipes, au niveau de vous-même. Il faut s'y préparer. Et la communication, on y reviendra, est très importante. Le deuxième sujet que j'ai un peu introduit en amont, c'est mon deuxième conseil, c'est qu'évidemment, il faut absolument anticiper et avoir la trésorerie. Alors, j'insiste là-dessus. Dans mon histoire, je vous le racontais, la crise de 2008 a été d'une violence extrême. Il a fallu que je procède à des licenciements. Je ne savais pas combien, je ne savais pas quand est-ce que ça allait reprendre. Je savais juste que 10 licenciements me coûtaient à l'époque, je vous dis, un demi-million d'euros en termes de sortie de cash. Bon. Si on n'a pas la trésorerie, on ne peut pas licencier. Si on ne peut pas licencier à un moment donné, on n'est pas capable d'adapter son modèle économique, d'abaisser son seuil de charge incompressible pour éviter de perdre de l'argent. Et donc, le risque, c'est de mettre en péril toute l'entreprise derrière. Donc, attention à la trésorerie. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est ayez bien vos KPI, vos indicateurs financiers pour avoir de la visibilité. Donc, un prévisionnel de trésorerie, ça se tient tous les jours, les entrées, les sorties, avec vos échéances mensuelles, trimestrielles, les loyers, les salaires, les charges, la TVA, de bien gérer ce tableau, ce prévisionnel de trésorerie. C'est indispensable en période de crise, indispensable, pour deux raisons. Pour vous permettre d'avoir les bons indicateurs et donc de prendre les meilleures décisions. Et le deuxième élément qui est très important, il ne faut jamais l'oublier, c'est la communication. C'est qu'en ayant des indicateurs fiables, vous êtes capable de transmettre des informations fiables vis-à-vis de vos collaborateurs dans un souci peut-être de transparence, de communication pour éviter de créer trop d'anxiété, de générer trop d'inquiétude. Mais n'oubliez pas aussi le rôle des banquiers. Si vous n'êtes pas capable d'apporter de la clarté, de la précision avec beaucoup de rigueur, c'est-à-dire de la donnée fiable auprès de vos banquiers, derrière, c'est la confiance que vous perdez. Et en perdant cette confiance, vous risquez de déstabiliser, de vous faire annuler des lignes de crédit, de vous faire annuler de la DAI, tout simplement de perdre la confiance de vos banquiers et donc d'accélérer encore un peu plus les difficultés de votre entreprise, en tout cas sur le plan de la trésorerie. Donc, vous voyez, c'est un élément qui est très important, c'est d'avoir les bons indicateurs pour être en capacité d'anticiper et de prendre, évidemment, toutes ces mesures. Le deuxième sujet, évidemment, c'est que quand on mène une procédure de licenciement et qu'on est amené, il faut absolument maîtriser son sujet. On est dans ce qu'on appelle le droit social. Et le droit social en France, c'est un, comment on pourrait dire ça? C'est un grand plat de spaghettis. Voilà, vous faites 1 kilo de pâtes, vous mélangez bien, vous mettez pas de beurre, hein, d'accord? Et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est non digeste, qui est compliqué à appréhender et sur lequel le risque d'erreur
notamment sur une procédure de licenciement, peut être fatale, notamment pour les TPE, les PME qui sont les plus impactés, bon, par ce droit social. Je répète que le droit social s'impose à toutes les entreprises, que vous soyez le groupe Renault, Air Liquide ou Société Générale, mais elle s'impose à la petite TPE qui peut avoir un salarié ou deux salariés. Et malheureusement, j'ai vu des TPE et des PME partir en liquidation judiciaire parce qu'elles ont commis des fautes de procédure, que derrière elles ont eu des prud'hommes, qu'elles ont été condamnées, et derrière, dans l'incapacité de pouvoir payer la faute qui avait été commise, elles n'ont pas eu d'autre choix que de liquider l'entreprise directement. Et ça, c'est toujours un drame terrible parce que finalement, ce droit social, il s'impose aussi bien aux grands groupes qu'aux TPE-PME. Il y a une grosse différence entre les deux. C'est ce que nos politiques n'ont jamais rien compris. C'est que autant le grand groupe a une direction des ressources humaines, des conseils, des avocats, une direction juridique, les moyens, la logistique et les moyens humains, financiers, technologiques, juridiques pour bâtir des plans, verrouiller, sécuriser, financer et mener des opérations de licenciement généralement d'assez grande ampleur. C'est ce qu'on voit en ce moment malheureusement dans la presse. Le patron de TPE, il a la même législation. La seule différence, c'est que c'est lui qui doit être le DRH, le directeur juridique, l'expert en droit social, qui doit mener tout ça, en plus de tout le reste. Et c'est là où ça se complique. C'est là où l'erreur de procédure peut être extrêmement fréquente. Et derrière, ça peut être le retour du lance-flamme et ça peut coûter très cher et parfois même être fatal pour l'entreprise. Donc ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire tout simplement, il faut absolument s'entourer d'une manière ou d'une autre, soit par un avocat en droit social, soit par un conseil, pour fiabiliser, sécuriser et en tout cas ne pas se faire retoquer par les prud'hommes sur des fautes de procédure. Je vais vous donner un exemple très très simple qui m'a coûté cher. Ça n'a pas été fatal, mais ça m'a coûté très cher. C'est qu'un jour, durant la difficulté, j'ai dû licencier un collaborateur pour motif économique. Dans le cadre de la procédure, on m'imposait le reclassement des salariés. C'est-à-dire que c'est hallucinant, c'est-à-dire que vous avez des difficultés financières et en gros, vous devez quand même, au sein d'un groupe, j'avais quelques filiales au niveau du groupe, vous devez proposer des solutions de reclassement. Peu importe si vous en avez ou vous n'en avez pas, c'était une obligation légale. Et en fait, sur ce collaborateur, je n'ai pas fait cette proposition pour une raison très simple, c'est que le seul poste que j'avais à pourvoir, c'était sur ma filiale qui était à l'époque en Algérie, voilà, qui était rentable, qui gagnait de l'argent. J'avais un poste de consultant à pourvoir, mais vous imaginez bien, avec des salaires qui sont 10 fois inférieurs à ce que l'on gagne en France. Et qu'est-ce que l'on m'aurait dit si j'avais fait une proposition d'un poste de consultant, non pas à Paris, comme ce consultant était là, mais en Algérie, dans une filiale, payé l'équivalent de 300 € par mois. On m'aurait traité de patron voyou, de patron scandaleux, c'est inadmissible, c'est intolérable, vous voyez comment c'est ça, on licencie une personne et on veut l'envoyer en Algérie pour le faire. Je ne l'ai pas fait, je n'ai pas fait cette proposition de reclassement, c'était le seul poste que j'avais à pourvoir en Algérie. Eh bien, cet ancien salarié m'a attaqué au prud'homme. Son avocat a vu la faille dans ma procédure. Ils ont gagné au prud'homme et j'ai été condamné à 80 000 € à l'époque d'indemnité à rembourser pour faute de procédure. Si je vous raconte ça, c'est que inutile de vous dire que dans quel état j'étais à la sortie des prud'hommes quand j'ai été condamné. Voilà. Finalement, je m'étais dit, c'est pas grave, j'aurais dû le faire pour ne serait-ce qu'éviter ça. Et c'est quand même ce que j'ai vécu et c'est pour ça que je trouve important de vous remonter ce type d'éléments et d'informations. Donc, retenez une chose, sur le droit social en France, il faut absolument se faire accompagner pour éviter ce type de faute de procédure. Voilà, c'est très important parce que sinon le retour de flamme peut être fatal, voire avoir des conséquences encore plus importantes, notamment sur le plan financier.
avec pour votre entreprise. Voilà. Donc, on a vu ce volet trésorerie, on a vu le volet législation. C'est vrai que c'est quelque chose d'important, mais un plan de licenciement, ça se monte avec méthode, avec rigueur. Suivant évidemment la taille de l'entreprise, le nombre de licenciements, vous pouvez être amené à avoir vos représentants des salariés. Excusez-moi, parce que je parle beaucoup. Voilà. Et si vous voulez, là-dessus, c'est un élément important. Il se trouve que moi, dans mon entreprise, j'avais des représentants. On a bâti le plan, donc on s'est retrouvé évidemment dans une procédure lourde où il fallait définir les critères de licenciement. J'ai été convoqué devant l'inspection du travail avec les représentants. On a défini les critères. Et là, vous rentrez dans un autre exercice, malheureusement, qui est terriblement compliqué. Il y a des critères d'ancienneté, il y a des critères liés aux conditions de vie de vos salariés. Est-ce que vous êtes marié, pas marié, pacsé, pas pacsé? Est-ce que vous avez des enfants? Combien? À charge, pas à charge? Votre situation personnelle, l'ancienneté, les critères d'âge. Quand on a 25 ans, on peut licencier plus facilement que si évidemment on est un salarié qui a 55 ans, je sais pas, sans diplôme, divorcé. Bon, évidemment, tout ça donne des points et en fonction du nombre de points, ça vous donne la liste. Ce qui est très compliqué, évidemment, c'est que quand vous êtes amené à licencier sur le plan économique, on n'a pas la souplesse en France, c'est-à-dire qu'on doit s'appuyer sur ces fameux critères. Sauf que quand les critères tombent et que vous faites votre liste, c'est pas forcément les personnes que vous auriez mis dans la liste. Et donc, on rentre dans quelque chose de très compliqué. Moi, je me souviens très bien à l'époque. C'est vrai qu'il aurait été plus simple de licencier les personnes qui ont 55, 52 ans parce que c'était évidemment des très hauts salaires et garder peut-être des plus jeunes pour se laisser la chance de rebondir plus rapidement et d'avoir une masse salariale moindre et de trouver un équilibre. Le résultat de tout ça, c'est que ça a été très compliqué et je n'ai pas vu forcément partir les bonnes personnes. Donc tout ça est effectivement un sujet très compliqué qu'il faut en plus de ça gérer en plus de tous vos autres problèmes, les problèmes de trésorerie, les problèmes de banque, les problèmes de clients, de business, d'annulation de contrat, de report de contrat. Et donc il faut effectivement faire avec. Mais en tout cas, le licenciement demande de la méthode, de la communication, énormément de rigueur et finalement du courage managérial. Voilà, parce que les conseils peuvent être évidemment intéressants sur la méthode. Quand vous vous retrouvez dans le bureau, vous définissez les critères, vous expliquez à votre collaborateur avec qui vous travaillez peut-être depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et autres, comme j'ai eu, et vous arrivez au stade en disant voilà, on envisage à votre égard une mesure de licenciement économique, on va se donner le délai de réflexion, je vous expose les motifs, vous allez ensuite me répondre sur un certain nombre de sujets et on va se donner le délai de réflexion. Tout ça est extrêmement malhonnête intellectuellement, je le dis comme je le pense, parce qu'on savait tous qu'on allait devoir licencier les personnes. Mais encore une fois, il ne faut pas faire de faute de procédure, il faut respecter à la lettre. Et je trouve que quand on est patron de TPE-PME, c'est quelque chose de très compliqué. Voilà. Parce que généralement, on a tissé des liens avec ces collaborateurs-là. C'est un peu comme une famille, un cocon. Évidemment, on connaît tout le monde avec ses forces, avec ses faiblesses. On a vécu des moments extraordinaires, parfois des moments bien plus difficiles. Mais voilà, il y a quelque chose d'immoral, de malhonnête, parce qu'on est encore dans des procédures qui ont été élaborées par des technocrates et qui, à mon sens, n'ont jamais vécu l'entreprise en interne. Voilà. Et donc, on se retrouve à devoir faire des mesures inapplicables. L'autre sujet que j'aimerais vous raconter sur le licenciement, c'est que à l'époque, donc, la loi, quand vous enclenchez une procédure de licenciement, donc vous définissez vos critères. Ces critères, vous prenez tous vos salariés, vous leur donnez un certain nombre de critères, et puis ceux qui obtiennent
Le moins de points, recevront la fameuse notification et la fameuse convocation préalable en vue d'un éventuel licenciement. À l'époque, évidemment, vous imaginez, donc vous êtes dans une entreprise de 92 collaborateurs, j'ai mes représentants des salariés, vous vous retrouvez dans ce dispositif-là, et la loi vous interdit d'informer les salariés concernés. Vous imaginez, vous croisez tout le monde du regard, vous, en tant que dirigeant et avec vos représentants et salariés, vous savez qui est concerné directement, mais tous ceux qui travaillent avec vous au quotidien, vous ne pouvez rien leur dire tant qu'ils ne reçoivent pas leur recommandé avec AR. Et donc, à l'époque, j'avais des salariés dans 5 bureaux et je me suis dit, bon, comme la loi est totalement stupide, je n'ai pas le droit d'informer les salariés qui vont recevoir leur courrier recommandé, mais par contre, la loi ne m'interdit pas d'informer ceux qui ne recevront pas de courrier recommandé. Et donc, ce que j'ai fait un soir, après avoir vu mes représentants SARL, j'ai décidé de prendre la liste des 92 collaborateurs et puis d'appeler un par un tous les collaborateurs non concernés par la mesure de licenciement pour essayer de leur enlever un peu de stress et puis de limiter l'effet négatif auprès des collaborateurs. Et vous voyez, ce jour-là, j'ai fait sans doute l'une de mes plus grosses erreurs managériales pour 2 raisons, avec un concours de circonstances. La première raison, c'est qu'avec la fatigue, l'épuisement, la nervosité, d'abord sur les 92 collaborateurs, j'ai oublié une collaboratrice, je m'en souviendrai toute ma vie, qui est arrivée le lendemain dans mon bureau. Elle s'appelle Audrey. Elle est arrivée en larmes et j'ai compris ma double faute. Elle me dit, Nicolas, je peux te voir? Je dis oui, Audrey, ça n'a pas l'air d'aller. Elle me dit non, tu m'as pas appelé hier, donc j'en ai déduit que je faisais partie des salariés licenciés. Et là, je m'étais dit, mais mince, mais c'est pas vrai. J'ai complètement oublié de l'appeler. Et je lui ai dit, mais Audrey, non, mais pas du tout. Bien évidemment, tu es importante, tu es responsable commercial, j'ai besoin de toi, je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié. Mais je dis, mais comment ça se fait que… il me dit, parce qu'hier soir, après votre réunion, tu le savais peut-être pas, Nicolas, mais on est tous allés boire un verre dans un bar qui était non loin de mon entreprise. Et en fait, je me suis aperçu, c'est que voulant faire de cette communication, finalement amoindrir un certain nombre, la mauvaise nouvelle en informant ceux qui ne faisaient pas partie du licenciement, en fait, il faut imaginer que tous mes salariés étaient dans un bar, tous ensemble, en train de se remonter le moral, en train de se prendre un verre, et vous aviez Nicolas de l'autre côté, sans le savoir à l'époque, qui appelait les uns derrière les autres, donc le téléphone sonnait en bout de table, en fin de table, à savoir, etc. Et finalement, ma communication, elle a été désastreuse, elle partait d'un bon point et finalement, ça a été terrible. Bon, voilà cette petite anecdote. Et aujourd'hui, il mettrait que 10 secondes à relayer l'information sur les réseaux sociaux. C'est vrai, ce serait beaucoup plus rapide. Tu as raison. Voilà, donc voilà un petit peu le sujet pour introduire. N'oubliez pas, alors j'ai vu que notre ami William posait vos questions. Il y en a dans la rubrique questions. Et j'aimerais terminer sur un point aussi sur le licenciement, parce que c'est évidemment un sujet extrêmement large, c'est la communication. Je prends 2 minutes pour terminer dessus. C'est la communication client-partenaire. N'oubliez pas une chose, il n'y a rien de plus terrible que de licencier, j'en ai parfaitement conscience, mais ne sous-estimez pas non plus l'impact d'un licenciement à la fois sur les équipes, mais également vis-à-vis de vos clients et vis-à-vis de vos partenaires. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes obligé de prendre cette décision et que vous faites partir un ou plusieurs collaborateurs avec une histoire, une expérience, un vécu, des méthodes, des connaissances et des outils, à partir du moment où ils quittent l'entreprise, vous déstabilisez votre entreprise. Ça veut dire quoi derrière ? Ça veut dire qu'il faut communiquer auprès de vos clients en informant qu'un certain nombre de collaborateurs ont dû quitter l'entreprise et que par rapport à cette absence, ils seront remplacés par un tel ou un tel pour pas qu'il n'y ait de rupture vis-à-vis du client. C'est aussi vrai vis-à-vis de vos fournisseurs et de vos partenaires, parce que sinon, vous risquez petit à petit de déstabiliser toute l'organisation de l'entreprise et finalement, ça va pénaliser encore plus
l'entreprise et lui donner moins de chances de pouvoir tenir, puis rebondir et de pouvoir réembaucher demain. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé, il est 14h30, j'ai déjà beaucoup parlé. J'espère au moins que ces quelques conseils, témoignages de mon propre vécu vous auront apporté. Voilà, et puis maintenant, on va avoir le plaisir d'échanger, de partager et de répondre à vos questions. Voilà. William? Oui. Alors, pour le droit social, quand on est une TPE, vers qui on peut se tourner pour être aidé? C'est toujours pareil au niveau droit social. Alors, il y a plusieurs aides possibles. Soit votre entreprise appartient à une fédération. Je prends l'exemple, par exemple, la fédération du bâtiment. Je m'adresse à tous les artisans, les électriciens, les plombiers, les maçons, voilà, tous les artisans du bâtiment. Généralement, les fédérations, nos fédérations, sont quand même outillées en centrale avec des juristes, des numéros de téléphone, des mails, des conseils qui sont à leur disposition pour justement élaborer l'arsenal juridique et éviter les erreurs que j'ai pu commettre. Donc, si vous êtes TPE, PME, rapprochez-vous de votre fédération. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui est plus classique, évidemment, c'est de passer par un avocat en droit social. Alors, vous allez me dire, ça coûte cher. Oui, ça coûte de l'argent, c'est indéniable. Il faut tomber sur un bon avocat. Mais écoutez, il y a beaucoup d'avocats, il y a des très grands cabinets, il y a des cabinets moins grands. Je pense qu'il faut prendre quelqu'un, consulter autour de vous, appeler des chefs d'entreprise, demander à des associations pour avoir au moins, une prise de référence de l'avocat que vous pourriez être amené. Mais n'oubliez pas qu'un mauvais licenciement suivant le salaire peut vous coûter très, très cher derrière. Donc, à un moment donné, il faut peut-être en tenir compte dans votre enveloppe et se faire conseiller et accompagner là-dessus. Voilà. Après, la troisième voie possible, vous avez des entreprises, je vais citer comme le nom, qui s'appelle SVP. SVP, c'est des entreprises qui sont principalement dédiées aux TPE-PME. Vous payez un abonnement mensuel et cet abonnement mensuel vous donne accès à toute une catégorie de services, de l'expertise comptable, du droit social, du fiscal, avec un numéro, avec des experts en face. C'est peut-être moins onéreux, mais c'est aussi des services qui sont mis à la disposition et qui permettent à des TPE, PME qui n'ont pas les moyens, comme je l'évoquais tout à l'heure, d'un grand groupe, d'avoir quand même des conseils de qualité pour pouvoir justement résister dans ces moments difficiles. Xavier te demande, pour toi, Nicolas, le taux de masse salariale à ne pas dépasser sans s'exposer de manière irréversible en cas de problème. Alors, je remercie Xavier pour sa question, mais sa question est très compliquée parce que ça dépend bien évidemment du secteur d'activité. Si vous êtes dans l'industrie, si vous êtes dans le service, moi j'avais une société de service, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vend de la prestation intellectuelle. Quand on vend de la prestation intellectuelle, ça veut dire que l'essentiel de nos charges, c'est de la masse salariale et des charges. Bon. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que moi, j'étais à 68% à l'époque, donc c'est beaucoup. Et la contrainte, le droit social français, nous enlève énormément en termes de flexibilité, d'agilité et de capacité d'adaptation. Vous le voyez bien par rapport à la crise d'aujourd'hui. Je prends l'exemple d'un autre pays, c'est les États-Unis. Quand ils ont annoncé la période de confinement, c'est 17 millions de chômeurs quasiment du jour au lendemain. Parce qu'aux États-Unis, on peut licencier du jour au lendemain. Il y a très peu d'indemnités. Ça coûte très peu cher aux entreprises. Et le chômage est limité à 6 mois pour les salariés. Donc, vous allez me dire, c'est très dur, etc. Oui, mais de l'autre côté, ça fonctionne aussi vite. C'est-à-dire que vous allez voir que dès que les États-Unis vont reprendre de l'activité, ils vont réembaucher par millions tout aussi rapidement. Et donc, l'économie va repartir aussi rapidement. Nous, en France, on a un autre modèle social. Donc, c'est difficile. C'est sûr que quand vous avez des cadres, ce qui était mon cas, et que vous avez des non-cadres, le coût n'est pas le même. En termes de préavis, 3 mois de préavis, 1 mois de préavis, c'est 2 mois de salaire. Le salaire qui est d'un cadre est souvent 2 fois et demi supérieur à un non-cadre, ça coûte donc 2 fois et demi plus cher. Bon. Donc, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est intelligemment, en fonction du secteur d'entreprise,
de l'activité de votre entreprise. Je suggère d'avoir un volant de 20% de variable. Et ce 20% de variable, si vous deviez dépenser, par exemple, 100 en masse salariale, essayez d'avoir 80 en fixe et les 20% restants, il faut être flexible. Et flexible, c'est peut-être prendre des collaborateurs avec un statut d'auto-entrepreneur qui ont eux-mêmes la société, c'est de faire de la sous-traitance, c'est d'avoir ce volant qui vous permette, bien évidemment, d'ajuster. C'est un peu, prenez comme principe, par exemple, l'intérim. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre de l'intérim? L'intérim, c'est fait pour, lorsqu'on a des pics exceptionnels de production qui peuvent être liés à des calendriers spécifiques comme Noël, par exemple, sur le textile, on va prendre, pourquoi de l'intérim? Parce qu'on veut pallier une forte croissance sur une période donnée qui est globalement, généralement, assez courte. Et évidemment, dès que cette croissance forte s'atténue, eh bien, on arrête l'intérim et on reste avec ses coûts fixes. Donc, gardez dans l'idée, c'est une autre manière de répondre à Xavier, mais gardez dans l'idée d'avoir 20% de flottant, 20% de flexibilité par rapport à vos charges fixes. Ça me semble être un bon taux. Oui, alors, je suppose que Martine est Paro, dans le... Oui, je pense que c'est pour le même sujet. Quelle est la trésorerie indispensable en mois de charge fixe? 6 mois, 9 mois ou 12 mois? Et quelle est la solution de la facturage? Qu'est-ce que tu en penses? bon, écoutez, moi, c'est simple, hein, j'avais 2,5 millions d'euros de trésorerie à l'époque. À l'époque, j'ai tenu 10 mois, mais ce qui était le cas en 2008-2009 ne l'est plus en 2020. Encore une fois, on n'avait pas les prêts PGE, on n'avait pas le chômage partiel. L'État a mis en place un dispositif hors norme, exceptionnel. Je ne suis pas là pour juger si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas exceptionnel qui permet d'amoindrir considérablement. Ce qui est clair, c'est que nos entreprises françaises sont sous-capitalisées, surtout nos TPE-PME. Et je vous invite à chaque année, quand vous avez la chance de faire des bénéfices, d'accord, et d'être rentable, qui est une nécessité, il faut absolument renforcer vos fonds propres, sécuriser. Voilà. Et pour éviter de se retrouver en difficulté financière, je rappelle que c'est quand on gagne de l'argent, lorsque l'on est rentable et qu'on a un bon bilan, c'est à ce moment précis qu'il faut aller voir ses banquiers, demander des lignes de crédit, demander des autorisations de découvert, mettre en place de la facturage. C'est une question aussi de Martine sur le sujet. Mettre en place de la facturage. Aujourd'hui, il y a des solutions très souples qui permettent finalement de financer votre poste client. Voilà. Et aujourd'hui, comme les taux d'intérêt sont quand même extrêmement bas, même s'ils ont une tendance là à augmenter un petit peu, mais ils restent extrêmement faibles aujourd'hui, c'est un avantage, c'est-à-dire que l'argent n'est pas cher, donc profitez-en pour justement négocier, mettre en place cet affacturage. Donc sur la question en nombre de mois de trésorerie, écoutez, il faut, je pense, avoir au minimum, il faudrait avoir entre 6 et 9 mois. Et si vous pouvez avoir plus, écoutez, tant mieux, quoi. Voilà. Je voyais en même temps, tu vois, William, il y avait une question de Martine. Ça, c'est une question très intéressante. Je vais me permettre de la mettre. C'est, peut-on réembaucher un salarié licencié dès que ça fonctionne mieux? Alors, évidemment, la réponse est oui. D'ailleurs, c'est une obligation. Quand vous procédez au licenciement économique, le salarié a normalement un délai de 1 mois pour faire savoir, pour avoir ce qu'on appelle la priorité de réembauchage. Voilà. Et ce qui me semble évidemment parfaitement normal, puisque dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, on ne licencie pas parce que la personne est incompétente, on licencie la personne parce que la structure n'a plus la capacité financière d'avoir un tel niveau de charge eu égard à son niveau de chiffre d'affaires et surtout de marge, parce que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui importe, c'est évidemment la marge que dégage la structure. Donc la réponse est oui, vous pouvez réembaucher, c'est une bonne chose. Je l'ai moi-même fait d'ailleurs, j'ai réembauché beaucoup de salariés licenciés 3 mois, 6 mois, parfois 1 an ou 1 an et demi après, et qui sont revenus dans l'entreprise. Et évidemment, c'est toujours une grande satisfaction à ce niveau-là. Tu peux peut-être répondre à la 3e question de Martine. Alors, est-ce que la solution freelance peut permettre de garder ses collaborateurs sans les embaucher? Oui, alors j'entends derrière cette question, est-ce que quand on a été salarié, on ne peut pas les licencier et puis en fait les récupérer en freelance?
Alors ça, d'un point de vue droit social, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'évidemment, en cas de nouvelles difficultés ou d'arrêt de contrat, pour le peu que vous restiez longtemps avec cette personne en freelance, ça, évidemment, ça peut être requalifié et derrière, ça peut vous coûter cher en cas, évidemment, d'une inspection du travail, d'une dénonciation ou tout simplement d'un recours de ce même salarié en freelance si jamais vous étiez amené à suspendre son contrat après 1 an et demi ou 2 ans. Bon, c'est un peu limite. Par contre, gardez à l'esprit d'avoir ce 20-25% de flottant. Prenez un indicateur, je dépense 100 masse salariale. Bon, ben, dites-vous, limitez-vous à 75%. Et le reste, prenez des freelances, des indépendants que vous sélectionnez avec beaucoup de rigueur, bien évidemment, mais ça vous laissera ce flottant pour justement adapter, flexibiliser. C'est vraiment ce qui nous manque en France aujourd'hui, c'est cette agilité et notre capacité à flexibiliser. Donc gardez-le dans l'esprit, mais je vous le déconseille de prendre un salarié, de le licencier, de le reprendre en freelance derrière. Après, c'est un risque, hein, vous pouvez accepter de le prendre, mais d'un point de vue du droit, c'est très limite. Ou alors qu'ils se mettent en indépendant. Qui se mettent en indépendant. Tout à l'heure, je te demandais quelles sont les personnes qui peuvent nous aider dans le droit social. Il y a Armand qui nous demande, est-ce que le comptable peut avoir les compétences? Oui, mais bon, alors ça c'est toujours pareil, c'est que ça dépend du comptable, mais attention quand même. Enfin, je parle vraiment en connaissance de cause. Le droit social français est très lourd, très complexe. Il change en permanence. Et donc, les mieux armés, ce sont quand même les avocats en droit social qui sont normalement outillés, formés et qui suivent l'évolution du droit social. Parce qu'on est dans un pays, la France, quand même assez extraordinaire de ce niveau-là. C'est qu'entre le droit social de 2008 et maintenant, il y a eu une multitude de réformes, d'allègements aussi d'ailleurs, de simplification, les indemnités. Bon, voilà, il y a eu énormément de choses, mais ça reste quand même très complexe. Et moi, je suis partisan de faire appel aux experts, à ceux que l'on rémunère, mais qui sont les experts, chacun dans son domaine. Le comptable, il est là pour faire les comptes, gérer l'expertise comptable, les factures, les avoirs, la fiscalité. C'est déjà très complexe sur le sujet. Un avocat en droit social, j'allais dire, chacun son métier. D'ailleurs, il y a Niels et Xavier qui ont beaucoup de chatté sur le sujet. Il y a Niels qui disait, donc Niels doit ne pas être français, et je le comprends tout à fait. Comme un étranger, je n'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle la France a un système de conflit entre l'entreprise et ses salariés. La valeur est créée en coopération. Alors c'est toujours une excellente remarque et je partage complètement. Je dis toujours que l'entreprise n'est rien. Une entreprise, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle ait une femme ou un homme à sa tête avec une idée, un projet, une vision. Voilà. Mais cette même personne ne peut rien faire si elle n'a pas les bons collaborateurs, les bons talents et qu'on est capable de les fédérer, de les rassembler, de les motiver pour finalement donner vie à son projet. Et on peut avoir les meilleurs salariés du monde, si on n'a pas le bon capitaine, ça ne fonctionnera pas. Et si vous avez le meilleur capitaine, mais que vous n'avez pas les bons collaborateurs, ça ne fonctionnera pas non plus. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu, de manière assez stérile, dans cette espèce de conflit permanent, d'opposition entre les patrons d'un côté, les salariés de l'autre, les syndicats de l'autre, les patrons de l'autre, et dans une espèce de lutte complètement dingue, complètement, j'allais dire, irresponsable. Et en fait, là où on ne se rend pas compte, c'est que on a voulu protéger et surprotéger le salarié avec un droit social il suffit de regarder le droit social, j'aurais dû vous en amener un, mais le système est devenu totalement indigeste et la faute de procédure est très fréquente. Et on a cru le protéger en faisant des centaines de lois pour protéger les salariés. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a alourdi considérablement le droit social, on l'a énormément complexifié, on a engorgé complètement nos tribunaux, où parfois au prud'homme, il faut attendre 12 mois, 16 mois, 18 mois, quand des dossiers devraient être jugés en 1 mois ou 2 mois aujourd'hui.
Voilà ce à quoi on est arrivé. Et finalement, on est arrivé dans une espèce de guerre des clans avec les salariés d'un côté et les entrepreneurs de l'autre. Et en complexifiant, en alourdissant et finalement en perdant toute notre agilité, dans un monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec des pays comme la Chine, comme l'Asie, mais même comme les États-Unis, qui agissent beaucoup plus vite, qui ont beaucoup plus de réactivité que nous. Si vous voulez, nous, quand on fait 1 mètre, les autres, ils font 10 mètres. Voilà. On pourrait en parler plus longtemps de ce sujet-là, mais c'est l'un des problèmes extrêmement importants qui bloquent notre pays. C'est ce qui explique notre chômage de masse depuis maintenant de trop nombreuses années, depuis les années 80. Vous imaginez, ça fait 40 ans qu'on a un chômage de masse qui ne cesse d'augmenter, de s'alourdir et de générer une précarité énorme, parce que n'oubliez jamais une chose, le problème, la précarité, ça n'est pas d'être au chômage. La précarité, c'est la durée pendant laquelle vous restez au chômage. Je m'explique. Si vous restez au chômage 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est pas grave. Ça n'est qu'une phase transitoire entre 2 postes pour lequel la solidarité nationale vous indemnise, et là, il n'y a pas de sujet. Et sur lequel on doit investir également sur la formation. Le vrai problème de la France aujourd'hui, c'est qu'on met des gens au chômage pendant 12 mois, 18 mois, 24 mois, 36 mois. C'est ce qu'on appelle des chômeurs de longue durée. Ils représentent plus de 2,5 millions de personnes, dont un nombre incalculable n'ont plus d'indemnité depuis maintenant 2 ans et 3 ans. Et la vraie précarité, elle est là. Parce que lorsque vous êtes désocialisé, lorsque vous êtes sorti du marché de l'emploi depuis 3 ans, lorsque vous ne vous êtes pas formé, alors que les entreprises elles-mêmes se transforment, la probabilité de retrouver un job et donc des revenus derrière pour subvenir aux besoins de votre famille, elle devient nulle ou quasi nulle. Et c'est ça le drame humain aujourd'hui. Donc, vous voyez bien qu'en ayant complexifié, alourdi au niveau de notre système, on a cru protéger les salariés, on a fait exactement l'inverse de ce que le législateur a souhaité faire. Dans le chat, il y a Xavier qui dit pour avoir géré près de 1000 procédures prud'homales en 30 ans, aussi étonnant soit-il, certains conseillers du salarié appartenant donc à son syndicat ou à sa fédération sont parfois plus calés en droit social que certains avocats. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que en fait, c'est une histoire. Xavier a parfaitement raison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de médiateurs. Je crois que Xavier lui-même est médiateur. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, vendredi prochain. Mais oui, il a parfaitement raison parce que encore une fois, et je pense que Xavier va pas me démentir, il y a une telle évolution de notre législation et notamment du droit social que si vous n'êtes pas tenu informé régulièrement, si vous n'avez pas les alertes, si vous ne vous formez pas, vous vous retrouvez extrêmement rapidement déconnecté de la réalité. Et donc le risque derrière, encore une fois, c'est la faute de procédure. C'est pour ça que je suis partisan. C'est encore la qualité d'un dirigeant, c'est bien savoir s'entourer. S'il y a une chose où vous devez faire attention sur ces sujets-là, eh bien c'est bien au niveau du droit social, c'est de bien s'entourer par des conseillers. Bon, une question pas facile à répondre, mais justement, quel est le coût des conseils avocats experts comptables pour les PME concernant des licenciements et plans sociaux? Écoutez, le coût d'un avocat, vous pouvez faire 2 choses. Un avocat, alors ça dépend si vous êtes à Paris ou en province, ça dépend si vous prenez un grand cabinet d'avocats ou quelqu'un qui est seul dans son cabinet. Voilà, vous prenez un grand avocat, ça va vous coûter 400 € de l'heure. Voilà, c'est très cher. Vous prenez un avocat qui est seul, vous allez avoir des tarifs à 150, 180 €. Moi, ce que je faisais, c'est que je négociais un forfait. C'est-à-dire que j'allais voir mon avocat, je disais, écoutez, voilà, j'ai une procédure de licenciement à faire, j'ai tant de personnes, ça va s'étaler sur temps, je veux que vous m'accompagniez en amont, sur l'aval, meniez procédure et je veux forfaitiser. Voilà. Et je négociais un forfait avec mon avocat pour que j'ai, la maîtrise budgétaire, et 2, pour éviter de me laisser embarquer dans des dossiers qui traînent et qui finalement vont contre l'intérêt de l'entreprise. Parce que les mesures de licenciement, personnellement, ce qui m'a toujours pénalisé, je le dis, c'est que je les avais dans un coin de la tête. C'est-à-dire que quand vous faites votre mesure de licenciement, vous vous couchez le soir chez vous avec ça dans la tête, vous stressez le matin
parce que vous savez que vous avez rendez-vous avec 3 collaborateurs, vous allez devoir leur annoncer, vous ne savez pas comment ils vont réagir, et ça risque d'être très difficile. Et puis après, il faut soutenir le regard des gens, des autres, de tous ceux sur lesquels vous avez cru, vous avez investi, et c'est quand même un moment qui est quand même très compliqué. L'autre petit conseil que je peux donner sur les avocats experts comptables, ça ne doit pas vous empêcher de garder votre pragmatisme. Je m'explique. Moi, je ne suis pas un expert en droit social. Je m'y connais un peu parce que je m'y intéresse, parce que je suis un autodidacte, et comme tout autodidacte, je m'intéresse à tout. Mais je ne suis pas un expert. Voilà, je peux me tromper et je me fais toujours conseiller. Par contre, ce qui est clair, c'est que je refusais de me laisser embarquer dans des dossiers qui traînent en longueur. Parce que certains avocats pourraient être tentés de faire de la procédure, quitte à aller au prud'homme, pour ensuite faire appel, etc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous faites ça, c'est non seulement ça vous coûte très cher, parce que ça rajoute des heures et des nouveaux dossiers. Même si vous le forfaitisez, on va vous dire, bah oui, mais quand vous faites appel, c'était pas prévu, donc on va faire un nouveau forfait pour une nouvelle procédure. Mais n'oubliez pas l'impact psychologique de ce que ça coûte. Donc moi, je préférais toujours négocier, d'accord, quitte à étaler, quitte à, voilà, à lâcher parfois 10% ou 15% de plus à court terme, mais de balayer le dossier pour que ce soit traité, que le salarié puisse partir avec son chèque, son protocole, et moi, de l'autre côté, tourner le plus rapidement la page, parce que si c'est pour vous miner le moral au quotidien, derrière, ça a des conséquences beaucoup plus impactantes sur vos clients, sur votre humeur, sur votre nervosité, donc sur votre management, sur votre communication, et qui peuvent coûter bien plus cher que le licenciement en tant que tel. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous libérer l'esprit. Pour se libérer l'esprit, il faut essayer de faire les choses vite, bien, mais organisées et de manière structurée. Bien. Une question pour moi. Donc, il me semble qu'une des solutions est de ne pas rester seul. Comment un coach de second souffle peut être contacté pour aider un confrère en difficulté? Écoutez, Patrick, la réponse est simple. Il suffit d'aller sur le site Second Souffle. Sur toutes les pages, il y a un moyen de nous joindre par mail ou par téléphone. Et en fonction de votre message par mail, on vous rappellera, on vous posera quelques questions et on vous mettra directement en relation, soit avec le responsable d'antenne régionale de Second Souffle, ou on essaiera directement de répondre à votre question. Voilà, donc allez directement sur le site Second Souffle, où de toute façon vous serez redirigé à la fin de ce webinaire. Et sur toutes les pages, vous trouverez un bouton, un onglet. Vous avez un petit bouton vert rond en bas de toutes les pages qui vous permet de nous contacter. Et, une dernière question pour finir. Voilà, tu l'as. Excuse-moi, mon petit William. Mais si tu préfères travailler tout seul, vas-y, dis-moi si je te gêne. Non, mais tu sais bien que on a fait de la télépathie, là. Tu savais que j'allais dégainer. Ouais, t'es autodidacte, mais en voiture hybride, t'es pas fort. Hein. Non, c'est sûr. Alors, la question. Comment faire un bon licenciement à part la communication et la procédure à respecter? Qu'est-ce qui est important? Alors, je ne sais pas si on peut faire un bon licenciement parce qu'encore une fois, moi, j'ai toujours pensé que licencier quelqu'un, j'insiste bien sur motif économique, c'était jamais une bonne chose pour l'entreprise. Voilà, jamais. Voilà, c'est toujours une perte et c'est dommageable. Par contre, pour répondre effectivement à la question, il y a un autre sujet qui est important, c'est de donner du sens et d'expliquer les choses à vos collaborateurs. La perception des collaborateurs peut être extrêmement différente de celle du dirigeant. Le dirigeant, normalement, évidemment, il a la vision globale, il connaît toute la situation de l'entreprise, il sait où il va, il connaît son état de trésorerie, il connaît son carnet de commandes, le chiffre d'affaires à venir, il a son prévisionnel. Bon, il faut pas oublier que le salarié en face dans l'équipe, il a que partiellement ces éléments et pour certains, pas du tout. Donc, la perception qu'ils peuvent avoir par rapport à vous peut être extrêmement faussée, extrêmement différente. Du style, pourquoi est-ce si j'avais été à sa place, j'aurais licencié un tel plutôt qu'un tel. Et donc, derrière, ça peut générer des tensions extrêmement fortes en interne et qui sont évidemment préjudiciables. Donc, il y a un élément qui est très important. Il faut pouvoir communiquer, alors dans le respect de la loi, mais dès que les personnes, vous avez été amené à licencier, à procéder au licenciement,
Je réunissais les collaborateurs un soir et on passait parfois jusqu'à 1 heure et demie pour communiquer, expliquer, donner du sens. Et moi, je revenais systématiquement sur ce sujet-là, c'était de dire, écoutez, voilà, notre situation, on en est là. Aujourd'hui, on a perdu 1,5 million d'euros, c'était le cas à l'époque. On perd encore 170 000 euros par mois. Pourquoi est-ce que j'ai procédé à 20 licenciements? Parce que les 20 licenciements vont permettre de réduire notre masse salariale chargée d'à peu près 200 000 euros pour revenir à l'équilibre. Le temps qu'on procède au licenciement, qu'on paye les préavis, etc., on en verra les effets bénéfiques dans 7 mois, raison pour laquelle je procède maintenant au licenciement pour se laisser la possibilité de rebondir après. Donc, ce qui me semble vraiment important, c'est de donner du sens à chacune de vos actions. C'est essentiel. On a tendance à l'oublier quand on est en gestion de crise parce qu'on a la tête dans le guidon, alors qu'en fait, c'est évidemment extrêmement important. Bien. Merci, Nicolas. Je voulais remercier aussi particulièrement ceux qui ont été très actifs sur le chat pour répondre à d'autres questions, ou envoyer plein d'informations. Merci à Anne Brusson, merci à Martine Sarraud, Michel Granet et Xavier Gilleron. Xavier Gilleron, notre petit Napoléon. Enfin, je dis petit parce que moi je le vois en tout petit icône. Xavier Gilleron, qui sera avec nous la semaine prochaine, Nicolas. Oui, effectivement, j'ai souhaité inviter Xavier, d'abord parce que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent sur le sujet, fidèle dans tous nos webinaires maintenant depuis de nombreuses semaines. Et on va aborder un autre sujet. J'espère que vous serez à nouveau extrêmement nombreux à nous suivre. C'est devant le juge, se sentir à l'aise au tribunal de commerce. Alors, j'insiste bien sur ce sujet parce que je vais répéter quelque chose qui est très important. Lorsque mes conseils m'ont dit, Nicolas, il va falloir que tu envisages de mettre en redressement judiciaire ton entreprise, j'étais complètement abasourdi. C'est comme si on me disait, Nicolas, il va falloir que tu apprennes le chinois. C'est-à-dire que, en fait, le dirigeant d'entreprise n'est pas préparé psychologiquement, mais surtout n'est pas formé. Il n'y a aucune formation par rapport à ça. Or, mettre en redressement judiciaire son entreprise, c'est ce qu'on appelle un acte de gestion. Et tout ce monde judiciaire est quelque chose de terriblement abstrait pour beaucoup, donc par définition angoissant. Et donc, si on s'y prépare pas, eh bien, on se retrouve avec de lourdes difficultés à venir. Donc, je vous raconterai mon témoignage, comment j'ai vécu, comment j'ai préparé le tribunal, comment je me suis préparé à aller au tribunal, par quel type d'émotion je suis passé. On racontera un petit peu tout ça. Je vous raconterai les séquences auprès du tribunal de commerce de Nanterre. Et j'ai souhaité m'entourer de Xavier qui connaît extrêmement bien ces sujets et qui se fera un plaisir de vous apporter des précisions également, de nous faire aussi son retour d'expérience, de nous apporter ses témoignages. Bref, vous allez passer un grand moment. Je sais que ce n'est pas des sujets forcément drôles, mais je peux vous garantir que c'est des sujets qui sont intéressants, qui sont nécessaires. Et c'est aussi ça avec Second Souffle. C'est de travailler ensemble, c'est de communiquer. C'est comme ça que nous ferons évoluer petit à petit les mentalités et que nous progresserons tous ensemble pour sortir de cette crise en grands vainqueurs. Voilà, mon cher William, vendredi prochain, 14h. Voilà, et donc vous serez tous redirigés à la fin de ce webinaire vers la page Second Souffle pour vous inscrire ou si vous avez besoin d'aide, pour vous inscrire au prochain webinaire de la semaine prochaine et je vous envoie d'ici 2 jours par mail le replay de ce extraordinaire et fabuleux webinaire présenté par Nicolas Doucerin et moi-même. Voilà, ça va être le mot de la fin. Vous excuserez notre ami William, il met 2 jours parce qu'il est il est un petit peu lent. Mais bon, petit à petit, en tout cas, il progresse et je pense que, je sais pas, d'ici la fin de l'année, tu devrais pouvoir nous le sortir dans les 2 heures, non? C'est ça, William? Non, techniquement, je ne peux pas le faire pour l'instant. Ouais, voilà. Je sais, tu as toujours été bridé techniquement, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On peut pas t'en vouloir, hein? En tout cas, les amis, William et moi, nous vous remercions à nouveau d'avoir été extrêmement nombreux. Vous voyez qu'on essaie de garder un poil d'humour, mais je vous rassure, on passera pas humoriste. Mais en tout cas, merci pour votre fidélité. Merci à Second Souffle pour nous permettre d'organiser
ces webinars à votre service. C'est l'objectif. Ciao les amis, à très bientôt et on tient bon, on va réussir ensemble. Merci William. Ciao, Allez, merci. ciao les amis, Bon merci. Bon week-end à vous.